L'immense écran de 200 pouces dans la grande salle de bal a vacillé, et l'élégante musique de jazz s'est tue instantanément. 200 des plus riches investisseurs de la ville, des mondains et des connaisseurs en vin, se sont arrêtés au milieu d'une gorgée. Ils ont fixé, dans un silence absolument suffocant, les images de visions nocturnes en 4K qui défilaient au-dessus d'eux. Le son angoissant d'un lourd moteur de camion rugissant, suivi par le craquement écœurant de vignes anciennes se brisant comme des cure-dents, a résonné à travers les lustres de cristal. J'étais au fond de la salle, mon cœur battant un rythme régulier contre mes côtes. J'ai regardé mon frère aîné, Bronson, qui se tenait sur la scène. Son sourire suffisant et poli était en train de fondre sur son visage. Ces paroles d'il y a 2 semaines résonnaient dans mes oreilles, brûlant comme de l'acide dans mes veines. Il m'avait ri au nez et avait dit, ce ne sont que des raisins verts et de la terre. Thatcher, arrête d'essayer de m'extorquer. Nous sommes une famille. Laisse tomber. Il se croyait intouchable. Il pensait que son argent et son statut le protégeaient des conséquences. Mais il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de détruire. Et il n'avait aucune idée de ce que j'étais sur le point de lui faire. Pour comprendre comment un gars comme moi a fini par détourner un gala vinicole de milliardaire, il faut comprendre la dynamique de ma famille. Je suis Thatcher. Je ne suis pas un monsieur. Je ne porte pas de costumes italiens sur mesure, ni ne passe mes après-midi à renifler des bouchons de liège en parlant des notes subtiles de chêne et de mûre. Je suis mécanicien d'engins agricoles lourds. Je passe mes journées couverts de graisse de moteur noire et épaisse, de fluide hydraulique et de poussière. Je répare les énormes tracteurs et moissonneuses-batteuses qui permettent aux fermes locales de fonctionner. C'est un travail éreintant, qui vous brise le dos, ruine vos genoux et tâche vos jointures en permanence, mais ça paie les factures et met un toit au-dessus de ma famille. Ma femme, marin, est comptable. Elle est brillante, pragmatique et farouchement protectrice de notre famille. Nous avons construit notre vie à partir de rien, dollar par dollar, sans la moindre aide de quiconque. Mon frère Bronson est tout le contraire. Bronson est un courtier en vin de luxe. Ou du moins, c'est le titre qu'il a fait graver sur ses cartes de visite en feuilles d'or gaufrées. C'est le genre de type qui achète des lots exclusifs de millésimes rares, et qui les revend à de riches cadres de la tech et à des enfants de fonds fiduciaires. Bronson n'a jamais rien construit de sa vie. C'est un intermédiaire, un parasite vêtu de cachemire, vendant une illusion de sophistication qu'il ne comprend même pas vraiment. Mais pour nos parents, Aldé et Cresa, Bronson est un dieu absolu. Il est l'enfant chéri. Je suis la bête de somme invisible. En grandissant, j'étais celui qui devait endurer et pardonner en silence, tandis que Bronson était autorisé à piétiner n'importe qui pour obtenir ce qu'il voulait. Il était bruyant, il était exigeant, et il était complètement obsédé par la projection d'une image de richesse extrême. J'ai appris très tôt à garder mes distances pour protéger Marin et notre fils, de son orbite incroyablement toxique. Je pensais avoir construit un mur solide entre ma vie tranquille de col bleu et le cirque de la fausse haute société de Bronson. Je pensais que nous étions en sécurité, mais traiter avec un narcissique, c'est comme essayer de construire une clôture contre une inondation. Finalement, l'eau toxique trouve toujours un moyen de s'infiltrer. Bronson avait ce talent incroyable pour vous faire sentir complètement nul, sans jamais élever la voix. Il utilisait son compte en banque et son faux prestige comme une arme, pour diminuer chaque réussite que j'ai jamais eue. Quand j'ai remboursé mon prêt hypothécaire avec 5 ans d'avance, il a bâillé et a demandé pourquoi je ne déménageais pas simplement dans un quartier résidentiel sécurisé. Quand j'ai été promu technicien en chef, il a acheté une nouvelle Rolex et a passé tout le dîner de famille à parler de la liste d'attente. Je ne me suis jamais soucié de son argent. Je ne me suis jamais soucié de ses montres ou de ses voitures. Mais je me souciais profondément de la façon dont il traitait mon fils. Et à 19 ans maintenant, et c'est le gamin le plus travailleur que j'ai jamais connu. Il a hérité de mes mains calleuses et de l'esprit vif de Marin. Mais pour Bronson, et n'était qu'un autre pecno. Bronson voulait que et admire son propre fils, Dax. Dax avait 18 ans, il était gâté pourri, et il conduisait un pick-up F250 surélevé pour lequel il n'avait pas payé un seul centime. J'ai gardé le silence pendant des années pour préserver la paix pour mes parents. J'ai avalé les insultes. J'ai ignoré les tapes condescendantes dans le dos. Mais pendant que mon frère était occupé à faire tourner du vin à $500 dans des verres en cristal et à prétendre être un maître de la terre, il n'avait absolument aucune idée que je possédais en fait le sol même qu'il vénérait. Les racines toxiques de ma famille sont incroyablement profondes.
Si vous voulez comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, vous devez traverser le musée de mon enfance. Mes parents, Aldé et Kreza, n'étaient pas de mauvaises personnes, mais ils étaient faibles, et leur faiblesse a créé un monstre. Ils vénéraient le succès, mais seulement le genre de succès que l'on pouvait exhiber aux voisins. Un fils mécanicien ne fait pas une bonne conversation de dîner. Un fils courtier en vin de luxe, si. Je me souviens encore de l'été de mes 16 ans. J'avais passé 6 mois à tondre des pelouses et à réparer des tondeuses cassées dans le quartier pour économiser $800 pour un jeu d'outils de diagnostic professionnel. J'en avais besoin pour commencer mon apprentissage. Je gardais l'argent dans une boîte en métal verrouillée sous mon lit. Un après-midi, je suis rentré à la maison pour trouver la serrure forcée et la boîte complètement vide. J'ai paniqué. J'ai retourné ma chambre. 2 heures plus tard, Bronson a franchi la porte d'entrée, vêtu d'un tout nouveau costume Armani sur mesure. Il allait à un événement de recrutement de fraternité et devait avoir l'air à la hauteur. Quand je l'ai confronté, il a ri. Il m'a même tapoté la joue. Il a dit que c'était un investissement dans son avenir, et que je n'avais qu'à réparer quelques tondeuses de plus pour récupérer l'argent. Je suis allé voir mes parents, les suppliant presque de rendre justice. Je m'attendais à ce qu'ils le punissent, qu'ils le forcent à rendre le costume, à faire quelque chose. Au lieu de cela, ma mère, Kreza, a soupiré et s'est frotté les tempes. Elle m'a dit que Bronson créait des liens avec des gens très importants, et qu'il devait être présentable. Mon père, Aldé, m'a dit d'arrêter d'être si dramatique pour quelques clés à molette. Ils m'ont dit d'être un frère solidaire. C'est ce jour-là que j'ai réalisé que j'étais entièrement seul. 20 ans plus tard, et la dynamique n'avait pas changé d'un iota. Elle n'avait fait que s'envenimer. Nous étions chez mes parents pour le dîner du dimanche, une obligation mensuelle que je n'endurais que pour Marin. Bronson tenait la vedette à table, vêtu d'une chemise en soie, se vantant bruyamment de son prochain gala vinicole. Son fils, Dax, était assis à côté de lui, textant agressivement sur son téléphone, ignorant complètement le repas. Elle était assis tranquillement en face d'eux. Mon fils venait de passer tout le week-end à travailler dans la terre, et malgré un lavage de main de 20 minutes, il restait de légères taches sombres et permanentes dans les sillons profonds de ses jointures. Bronson a interrompu son monologue, a plissé les yeux, et a pointé un doigt manucuré vers les mains de Hay. « Regarde-moi ces griffes », a ricané Bronson, en secouant la tête. « Tu as 19 ans, Hay. Tu devrais être en stage dans un fonds spéculatif, suivre des cours de commerce, faire du réseautage. Au lieu de ça, tu joues dans la boue comme un pecno. Tu sais que je paie des gars au salaire minimum pour paysager mon allée, n'est-ce pas ?» Marin s'est raidi à côté de moi, ses yeux brillants d'une colère soudaine. « Et étudie l'agronomie et la gestion des sols, Bronson », a-t-elle dit, sa voix dangereusement calme. Il comprend comment la terre fonctionne. C'est une vraie compétence. Bronson a agité la main avec dédain, prenant une gorgée de son vin. Si tu le dis, Marin. Mais si le gamin veut apprendre à être un vrai homme, il devrait suivre Dax pendant une semaine, apprendre à se tenir, porter mes sacs, peut-être ouvrir quelques portes. Dax a même ricané sans lever les yeux de son téléphone. J'ai senti ma mâchoire se serrer si fort que j'ai cru que mes dents allaient se briser. Je voulais tendre la main par-dessus la table et traîner Bronson hors de sa chaise, mais j'ai regardé Hay. Mon fils n'avait pas l'air honteux. Il a regardé Bronson avec un mélange de pitié et de calme absolu. Il s'est simplement remis à manger tranquillement. Hay savait quelque chose que Bronson ignorait. Hay connaissait l'énorme secret bouleversant que nous cachions à la périphérie de la ville. Ma tante Tanson, qui planait toujours autour de Bronson comme une mouette affamée, espérant les miettes restantes de sa richesse, est intervenue. « Tu devrais vraiment écouter ton frère, Thatcher. Bronson connaît les bonnes personnes. Tu ne veux pas que Hay répare des tracteurs toute sa vie. » J'ai pris une lente et profonde inspiration, forçant mes mains à se détendre sous la table. J'ai ravalé ma fierté ce soir-là. Je leur ai laissé leur petite victoire superficielle et pathétique, parce que je savais que la vraie richesse est silencieuse, tandis que la fausse richesse est incroyablement bruyante. Le véritable test de ma santé mentale nous attendait à la périphérie de la ville, là où la terre dont ils se moquaient se transformait tranquillement en or massif. Il y a 10 ans, Marin et moi avons acheté un terrain de 12 acres à l'extrême périphérie du comté. Quand nous l'avons acheté, c'était un véritable dépotoir. C'était une parcelle de terre saisie, desséchée, remplie de pièces de voitures rouillées,
de mauvaises herbes mortes et d'un sol rocheux. La banque nous l'a pratiquement donné pour une bouchée de pain. Mes parents pensaient que nous étions fous. Bronson a plaisanté en disant que je construisais ma propre décharge personnelle pour me sentir plus chez moi. Nous les avons laissés rire. Nous les avons laissés penser que nous n'étions que des excentriques, des cols bleus stupides gaspillant nos maigres économies. Mes marins avaient fait les recherches. Elle avait épluché les études géologiques historiques de la région. Et moi, je connaissais le sol. Ce terrain vague reposait sur une veine très spécifique et incroyablement rare de calcaire et de cendres volcaniques. C'était le microclimat exact nécessaire pour cultiver l'un des raisins les plus difficiles et les plus recherchés au monde. Pendant 10 ans, nous avons travaillé dans le secret le plus absolu. Chaque week-end, chaque jour férié, chaque heure libre après mes quarts de travail au garage, nous avons déblayé le métal rouillé à la main. Nous avons retourné la terre. Nous avons installé un système d'irrigation goutte à goutte à racines profondes dernier cri, que j'ai conçu et soudé moi-même. Et nous avons planté un cépage propriétaire, très sensible, connu dans l'industrie sous le nom de clone, Ghost Creek. Et a grandi sur cette terre. Pendant que les autres enfants jouaient aux jeux vidéo ou allaient à des fêtes, mon fils était là-bas, sous un soleil de plomb, à apprendre la chimie précise de la terre. Il a appris à greffer des vignes, à équilibrer les niveaux de pH du sol, et à tailler les canopées pour laisser passer la quantité parfaite de lumière du matin. Il a versé son sang, sa sueur, et toute son enfance dans ces 12 acres. Nous n'en avons jamais parlé à personne dans ma famille. Nous gardions nos véhicules garés derrière une haute clôture en bois. Et nous n'avons jamais posté une seule photo sur les réseaux sociaux. Nous vivions dans notre modeste maison de banlieue et conduisions nos voitures vieilles de 10 ans. Nous jouions parfaitement le rôle des parents de la classe ouvrière en difficulté, mais les chiffres étaient stupéfiants. Il y a quelques mois, un expert agricole privé est venu inspecter la propriété pour les assurances. Quand il a vu les vignes matures de Ghost Creek, sa mâchoire a pratiquement touché le sol. Il a effectué les analyses de sol, vérifié la santé des vignes, et a remis à Marin un document certifié. Le terrain et les vignes matures étaient évalués à la somme stupéfiante de 3,1 millions de dollars. Et la récolte inaugurale à venir, le tout premier rendement de nos 10 ans de labeur, était prévendu à un distributeur international privé pour 450 000 dollars. Nous étions assis sur une véritable mine d'or. Mais plus que l'argent, ce vignoble était un monument à la résilience de ma famille. C'était la manifestation physique de notre amour, de notre patience et de notre refus d'être définis par les normes toxiques de Bronson. Je me souviens encore d'être debout au bord de la propriété avec Hay, regardant le coucher de soleil jeter une lueur dorée sur les rangées nettes de vignes vertes. Il a tendu la main et a doucement pris une grappe de raisin sombre et mûrissant. Ses mains calleuses et tachées de graisse les tenant comme du verre fragile. On y est presque, papa, a-t-il murmuré, ses yeux brillants d'une fierté tranquille et féroce. Nous étions à 2 semaines de la récolte. À 2 semaines de cueillir soigneusement ces raisins, d'encaisser cet énorme chèque, et d'assurer discrètement l'avenir de Hay pour toujours. Nous étions si proches. Je pouvais littéralement sentir le parfum doux et terreux de la victoire dans l'air. Et puis, Dax a eu son permis de conduire. Et Bronson, dans son infinie sagesse, a acheté à son fils arrogant et privilégié de 18 ans un énorme pick-up F250 lourdement modifié, avec des pneus tout-terrain et un échappement bruyant. Un camion conçu pour une seule chose, la destruction. C'était un bel après-midi de samedi. Le ciel était d'un bleu vif et clair, et l'air était chargé de l'odeur sucrée des fruits mûrs. Elle était seule au vignoble, effectuant une dernière vérification manuelle des lignes d'irrigation avant la grande récolte. Marin et moi étions au magasin de bricolage en ville, achetant quelques fournitures de dernière minute. À exactement 14h15, mon téléphone a sonné. C'était Hay. J'ai répondu, m'attendant à ce qu'il me demande une clé spécifique ou une vanne de rechange. Au lieu de ça, j'ai entendu un son qui a instantanément glacé mon sang dans mes veines. Papa, a balbutié Hay, sa voix brisée par la panique et la dévastation pure. Papa, il faut que tu viennes maintenant. Il est en train de tout détruire. Il détruit tout. Qui? Ai-je crié, laissant tomber une boîte de clous en plein milieu de l'allée. Qui est là? C'est Dax, a sangloté Hay. Le son d'un énorme moteur rugissant a résonné à travers le haut-parleur du téléphone, suivi par le son horrible et violent du bois qui se fend et du métal qui se plie. Il a défoncé le portail arrière avec son camion.
Il ne s'arrête pas, papa. Il fait des donuts dans le bloc central. Je n'ai même pas raccroché. J'ai sprinté hors du magasin, Marin juste derrière moi. J'ai conduit mon camion sur l'autoroute plus vite que je ne l'avais jamais fait de toute ma vie. Mes mains agrippaient le volant si fort que mes jointures étaient complètement blanches. Mon cœur battait un rythme frénétique et terrifiant contre mes côtes. Quand nous sommes arrivés à la propriété et avons franchi le portail d'accès, la scène qui s'est déroulée devant moi ressemblait à une véritable zone de guerre. Le sanctuaire immaculé et paisible que nous avions construit pendant une décennie était totalement violé. Dax était au volant de son énorme F250 noir. Il mettait de la musique rap à fond, fenêtre baissée, riant comme un dément en écrasant l'accélérateur. Il traitait notre vignoble de luxe à 3,1 millions de dollars comme une simple piste de boue. Les énormes pneus à profonde sculpture de son camion creusaient des tranchées massives et déchiquetées dans le sol soigneusement équilibré. Mais ce n'était pas seulement la terre. Il roulait activement sur les vignes matures. Les clones de Ghost Creek incroyablement fragiles, irremplaçables, Keué avait greffé à la main. J'ai regardé, horrifié, le lourd pare-choc en acier du camion labourer un treillis en bois, brisant les vignes épaisses, projetant une gerbe de raisins sombres écrasés et de feuilles vertes dans les airs. Ai-je rugi, courant à travers la terre déchirée, agitant frénétiquement les bras. Arrête le camion. Dax m'a vu. Il n'avait pas l'air effrayé. Il avait l'air agacé. Il a freiné brusquement, faisant déraper le camion latéralement dans une énorme flaque de boue, arrachant une autre rangée de vignes avant de s'arrêter lourdement et agressivement. J'ai couru vers le camion, prêt à l'arracher par la fenêtre. Mais ensuite, j'ai vu Ai. Mon fils fort et résili de 19 ans était à genoux dans la boue. Il était couvert de terre et des taches violettes des raisins écrasés. Il essayait désespérément de maintenir ensemble une vigne de 10 ans complètement sectionnée avec ses mains nues, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Dax a coupé le moteur et a ouvert la portière côté conducteur. Il est sorti, portant des baskets de marque qui se sont immédiatement enfoncées dans la boue. Il a regardé la dévastation autour de lui, a regardé mon fils en larmes, et a levé les yeux au ciel. « Détends-toi, tonton Thatcher », a ricané Dax, s'appuyant contre le flanc de son camion. Les gars et moi, on cherchait juste un endroit pour tester la nouvelle suspension. Ce ne sont que des mauvaises herbes stupides. Je me suis approché de lui, la poitrine haletante, les poings si serrés que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. « Tu viens de détruire 10 ans de travail, espèce de petit morveux arrogant », ai-je grogné, ma voix tremblant d'une rage si profonde qu'elle m'a effrayé. Tu as défoncé un portail verrouillé. Dax a souri, complètement imperturbable par ma colère. Il savait que son père le protégerait. Il a attrapé un lourd démonte-pneu en fer dans la benne de son camion et l'a jeté nonchalamment par terre, près de mes pieds. Ouais, le portail était rouillé de toute façon, a dit Dax, crachant un chewing-gum sur le sol ruiné. Envoie la facture à mon père, le pecno. Je suis sûr qu'il a de la monnaie pour couvrir ton petit projet de jardinage. Il est remonté dans son camion, a fait vrombir le moteur agressivement, et a reculé, écrasant un autre treillis en sortant. Marin a couru vers Ai, se laissant tomber dans la boue à côté de lui, en roulant ses bras autour de ses épaules tremblantes. Je suis resté là, regardant les profondes traces de pneus qui traversaient le cœur de notre avenir. Dax se croyait intouchable, alors c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis allé voir son père. Je ne suis pas allé à la police immédiatement. Si j'avais appelé les flics à ce moment-là, Dax aurait eu une simple tape sur les doigts. Bronson aurait engagé un avocat coûteux pour faire traîner le procès civil pendant des années, et l'histoire aurait été déformée pour me faire passer pour un oncle fou et jaloux qui s'en prend à un adolescent pour un peu d'aménagement paysager. J'avais besoin de quelque chose de bien plus définitif. J'avais besoin de regarder le diable dans les yeux et de voir jusqu'où il était prêt à aller pour protéger son enfant chéri. Nous sommes allés directement chez mes parents. Je savais que Bronson y était pour le déjeuner du dimanche. Je n'ai pas pris la peine de frapper. J'ai poussé la lourde porte d'entrée en chaîne et j'ai marché droit vers la salle à manger. Marin était juste à côté de moi, tenant un dossier avec l'évaluation immédiate des dégâts et les photos imprimées des traces de pneus et des vignes écrasées. Bronson était assis dans le fauteuil de mon père, faisant tourner un verre de scotch. Mes parents étaient sur le canapé. Tante Tanson picorait dans une assiette d'amuse-gueule. Ils ont tous levé les yeux, surpris par mon entrée soudaine et agressive. « Qu'est-ce que ça signifie, Thatcher ?
a exigé mon père Aldé en se levant. Tu mets de la boue partout sur le tapis. Ton petit-fils vient de commettre un crime, ai-je dit, ma voix complètement vide d'émotion. Je me suis approché de Bronson et j'ai jeté le dossier sur ses genoux. Il a défoncé un portail verrouillé sur ma propriété privée et a détruit une section massive de mon équipement agricole et de mes cultures. Bronson a soupiré de façon dramatique, posant son verre. Il a ouvert nonchalamment le dossier, a feuilleté les photos glacées des vignes écrasées, et a laissé échapper un rire bref et dédaigneux. Oh, pour l'amour de Dieu, Thatcher. Dax m'a appelé en rentrant. Il a dit qu'il avait accidentellement heurté ton petit potager en essayant de faire demi-tour. Il a fait des donuts au milieu d'un vignoble commercial, a lâché Marin, sa voix tranchant la pièce comme un rasoir. Il a détruit la pompe d'irrigation centrale et sectionné 30 vignes matures. Un vignoble? S'est moqué bruyamment Tante Tanson depuis son coin. S'il te plaît, Thatcher. Cultiver quelques raisins bon marché pour de la gelée maison ne fait pas de toi un propriétaire de vignoble. Arrête d'être si dramatique. Ma mère, Cresa, est immédiatement passée en mode défense pour son enfant chéri. Thatcher, les garçons sont des garçons. Dax vient d'avoir ce camion. Il était excité. Tu ne peux pas débarquer ici en criant et en menaçant ta propre famille pour un peu de terre et de mauvaises herbes. Bronson a souri, un sourire lent et incroyablement arrogant. Il a sorti de la poche intérieure de sa veste sur mesure un élégant chéquier en cuir. Il a cliqué sur un stylo en or et a griffonné sur le papier. « Écoute, je n'ai pas le temps pour ce mélodrame de prolo, a dit Bronson doucement. J'organise le gala le plus important de ma carrière ce vendredi. J'ai besoin de me concentrer. Combien coûte une clôture en bois et un peu d'engrais pour plantes? 1000, 2. Il a déchiré le chèque et l'a jeté nonchalamment sur la table basse. Il a flotté jusqu'à atterrir face visible. 5000 $. Ça couvre tes petites mauvaises herbes et ton portail rouillé, a dit Bronson, se penchant en arrière et croisant les jambes. Ce ne sont que des raisins verts et de la terre, Thatcher. Dax se défoulait juste. Nous sommes une famille. Arrête d'essayer de m'extorquer et laisse tomber. J'ai fixé le chèque. 5000 $. La perte de récolte immédiate des vignes détruites était estimée à elle seule à 45 000 $. Les dommages structurels au système d'irrigation s'élevaient à 30 000 de plus. Et la perte à long terme des clones matures était pratiquement incalculable. Prends l'argent, Thatcher, a dit mon père sévèrement. Ton frère est plus que généreux. Ne ruine pas la dynamique familiale pour ta fierté têtue. J'ai regardé mes parents. J'ai regardé Tanson. J'ai regardé le visage suffisant et prêt à recevoir un coup de poing de mon frère aîné. J'ai réalisé à ce moment précis qu'il n'y avait absolument plus rien à sauver ici. Il n'y avait aucune relation à préserver. Ils étaient complètement et irréparablement toxiques. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas retourné la table. J'ai lentement tendu la main et j'ai ramassé le chèque. La main de Marin s'est posée sur mon avant-bras, ses yeux écarquillés de panique, pensant que j'acceptais réellement l'insulte. J'ai doucement serré sa main, une promesse silencieuse. J'ai regardé Bronson droit dans les yeux. J'ai plié le chèque parfaitement en deux, puis de nouveau en deux, et je l'ai glissé dans la poche de ma chemise. Tu as absolument raison, Bronson, ai-je menti, ma voix d'un calme terrifiant. La famille, c'est tout. Je suis désolé d'avoir réagi de manière excessive. Je vais laisser tomber. Bonne chance pour ton gala vendredi. Bronson a rayonné, un sourire victorieux et écœurant. Il a levé son verre vers moi. C'est ça l'esprit, petit frère. Achète-toi quelque chose de sympa. Je me suis retourné et je suis sorti de la maison. Marin me suivait en silence, stupéfaite. Quand nous sommes arrivés au camion, j'ai sorti le chèque, je l'ai regardé, et j'ai souri d'un sourire froid et dur. Bronson pensait avoir acheté mon silence pour 5000 $. Mais ce qu'il ne savait pas, et ce qui allait mettre fin à toute son existence, c'est que j'avais installé des caméras de vision nocturne à détecteur de mouvement sur chaque poteau du périmètre de ce vignoble. Et Dax avait exécuté son petit spectacle de monster truck juste devant elle. Le trajet de retour de la maison de mes parents s'est fait en silence, mais ce n'était pas le silence de la défaite. C'était le silence absolu et concentré d'un prédateur se verrouillant sur sa proie. Marin était assise sur le siège passager, regardant droit devant elle.
Quand nous sommes finalement arrivés dans notre allée, elle s'est tournée vers moi, ses yeux brûlants d'une intensité qui égalait la mienne. « Tu ne vas pas encaisser ce chèque » a-t-elle déclaré d'un ton plat. J'ai sorti le morceau de papier plié de ma poche et je le lui ai tendu. « Je le garde comme preuve physique de tentative de corruption et d'extorsion » ai-je répondu. « Demain matin, j'ai besoin que tu compiles les documents d'expertise officiels, les contrats de prévente de la récolte, et le coût exact et détaillé du système d'irrigation que Dax a détruit. Mets tout ça dans un seul PDF indéniable. » Marin a souri, une courbe vive et dangereuse de ses lèvres. « Que fais-tu avec les images ? » Je vais faire un film, ai-je dit. Lundi matin, je ne suis pas allé au garage. J'ai mis une chemise propre et j'ai conduit directement au bureau du shérif du comté. J'ai demandé à parler spécifiquement avec le shérif Mercer. Mercer était un homme de loi vétéran, un type pragmatique qui n'avait absolument aucune patience pour les enfants riches qui pensent que la ville leur appartient. Je me suis assis dans son petit bureau encombré et j'ai posé une clé USB sur son bureau. Je dois déposer un rapport officiel pour vandalisme criminel, destruction de propriété agricole privée, et violation de propriété, ai-je dit clairement. Mercer a soupiré, sortant un bloc-notes. Donne-moi les détails, Thatcher. Qui a fait ça? Dax, ai-je dit. Le gamin de Bronson. Mercer a fait une pause, son stylo en suspens au-dessus du papier. Il a levé les yeux vers moi, le front plissé. Ton propre neveu, Thatcher? Tu sais, si je prends ça, ce n'est plus entre tes mains. Les dommages doivent dépasser $1000 pour l'inculper d'un crime. Es-tu sûr de vouloir ouvrir cette boîte? J'ai ouvert mon ordinateur portable sur son bureau, j'ai branché l'USB, et j'ai appuyé sur Play. J'ai observé le visage de Mercer pendant que les images 4K cristallines défilaient. J'ai vu ses yeux s'écarquiller lorsque Dax a intentionnellement percuté le treillis, détruisant les vignes. Je lui ai montré le PDF que Marin avait préparé. L'expertise officielle certifiée de la propriété, le montant exact des destructions en dollars. Ce n'est pas une vitre cassée, shérif, ai-je dit doucement. Ce sont des centaines de milliers de dollars de dommages commerciaux. Mercer s'est penché en arrière dans son fauteuil, passant une main sur son visage fatigué. Il a regardé l'écran, puis moi. J'aurai le mandat d'arrêt rédigé d'ici vendredi. Mais je dois te prévenir, Bronson va déchaîner l'enfer quand je mettrai son gamin sous les verrous. J'y compte bien, ai-je répondu. Mais je n'avais pas fini. La justice légale était pour Dax. J'avais besoin d'une justice poétique pour Bronson. J'avais besoin de détruire l'empire faux et arrogant qu'il utilisait pour rabaisser ma famille. J'ai passé un coup de fil à un homme nommé Laclan. Laclan était le critique de vin et le distributeur le plus influent de l'État. C'était un homme notoirement difficile à impressionner, un vrai snob de l'industrie. C'était aussi l'acheteur privé qui avait discrètement signé le contrat de prévente pour ma récolte de Ghost Creek. Laclan était la seule personne dans le cercle élitiste du vin qui connaissait mon secret. Laclan, ai-je dit quand il a répondu. J'ai un problème. Quelqu'un a détruit une grande partie du bloc central. La récolte va être sévèrement réduite. Il y a eu une inspiration brusque à l'autre bout du fil. Qui? A exigé Laclan, sa voix tombant dans un registre dangereux. Qui a touché à mes vignes? C'était la chose merveilleuse avec Laclan. Il ne se souciait pas des drames familiaux. Il se souciait du vin. Quand je lui ai dit que c'était Dax, et que Bronson avait balayé l'affaire en parlant de terre et de mauvaises herbes, le silence au téléphone était assourdissant. Bronson, a finalement dit Laclan, sa voix dégoulinant d'un dégoût absolu. L'idiot qui me supplie pour un rendez-vous depuis 6 mois. Celui qui organise ce gala ridicule vendredi pour essayer de vendre sa société de courtage amateur à mes investisseurs. C'est bien lui, ai-je dit. Thatcher, a dit Laclan doucement. Laisse-moi m'occuper de Bronson. J'assisterai à ce gala. Et je pense qu'il est temps que les investisseurs sachent exactement avec quel genre d'homme d'affaires ils ont affaire. Les pièces étaient en place. Le piège était armé. Bronson allait monter sur cette scène vendredi soir, pensant qu'il était le roi du monde. Ignorant que la couronne qu'il portait était faite de dynamite. Il pensait pouvoir acheter mon silence. Il pensait que je n'étais qu'un mécano graisseux. Mais il était sur le point d'apprendre que quand on s'en prend à la terre d'un homme, on finit enterré dedans.
Si vous appréciez cette histoire et pensez que les membres de familles toxiques qui détruisent le dur labeur devraient faire face au karma ultime, veuillez envisager de soutenir la chaîne. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire nous indiquant de quelle ville, État ou pays vous nous regardez aujourd'hui. Chaque interaction aide à diffuser ces histoires de vraie justice à plus de gens qui ont besoin de les entendre. La grande salle de bal de l'hôtel Beaumont était l'incarnation de l'élégance artificielle. C'était le genre d'endroit qui sentait fort la cire à parquet coûteuse, les orchidées importées et le vieil argent. Des lustres en cristal de la taille de petites voitures pendaient des plafonds voûtés, jetant une lueur chaude et dorée sur les tables méticuleusement arrangées. Un quartet de jazz jouait doucement dans un coin, fournissant la bande-son sophistiquée parfaite pour que l'élite de la ville sirote son champagne et échange des compliments creux. C'était le royaume de Bronson. C'était l'arène où il vendait ses illusions. Quand Marin et moi avons remis nos clés au voiturier, nous ne sommes pas arrivés dans un camion de ferme rouillé. Nous sommes arrivés dans une berline noire immaculée que nous avions louée spécifiquement pour la soirée. Et quand nous avons franchi les lourdes portes en laiton de la salle de bal, nous ne ressemblions pas aux pecnos tachés de terre que ma famille nous avait toujours fait passer pour. Marin portait une superbe robe longue vert émeraude qui complétait parfaitement ses yeux vifs et intelligents. Elle était vêtue d'un costume anthracite sur mesure qui seyait impeccablement à ses larges épaules de travailleur, et je portais un smoking classique bleu nuit. Il n'y avait pas de graisse de moteur sous mes ongles ce soir-là. Il n'y avait que la résolution froide et dure d'un homme sur le point de faire exploser une bombe. Nous n'avions pas d'invitation, mais nous n'en avions pas besoin. J'avais passé 15 ans à travailler sur les systèmes de CVC et électriques de la moitié des bâtiments commerciaux de ce comté, y compris l'hôtel Beaumont. Je connaissais le responsable de l'événement. Je connaissais les techniciens audiovisuels. J'avais demandé une faveur très spécifique et très discrète plus tôt dans l'après-midi. Alors que nous entrions dans la salle bondée, il n'a pas fallu longtemps pour que le radar toxique de ma famille nous localise. Tante Tanson a été la première à nous repérer. Elle planait près du bar à caviar, portant une robe bien trop jeune pour elle, essayant désespérément de rire à une blague faite par un riche promoteur immobilier. Quand ses yeux se sont posés sur nous, son faux sourire a instantanément disparu, remplacé par un regard de confusion et de dégoût pur et simple. Elle s'est pratiquement précipitée vers mes parents, Aldé et Cresa, qui se tenaient près de la scène principale, rayonnant d'une fierté d'emprunt. Tanson a tapoté l'épaule de ma mère et a pointé un doigt lourdement manucuré dans notre direction. J'ai regardé mes parents se retourner. J'ai vu leur mâchoire tomber légèrement. Ils ne m'avaient jamais vu autrement qu'en bottes à embout d'acier et en flanelle de travail. Thatcher, a sifflé ma mère alors que nous approchions, ses yeux balayant nerveusement la pièce, terrifiée que ses amis riches puissent réaliser qu'elle était liée à un mécanicien. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» C'est un gala exclusif sur invitation pour les investisseurs de Bronson. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça à un événement. Vous avez l'air ridicule, Thatcher, a ajouté tante Tanson, sirotant son champagne et toisant Marin de haut en bas avec un préjugé extrême. Vous avez loué ces tenues juste pour venir ici et manger la nourriture gratuite ? Bronson va être furieux quand il vous verra essayer de gâcher sa grande soirée. Vous n'avez vraiment aucun sens des limites, n'est-ce pas ? Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement souri, une expression froide et vide qui a mis mon père mal à l'aise. Nous sommes juste ici pour soutenir la famille, Tanson, ai-je dit doucement. Nous ne manquerions la grande présentation de Bronson pour rien au monde. Après tout, il en a parlé toute la semaine. Avant que mon père ne puisse exiger que nous partions, les lumières de la salle de bal ont commencé à baisser. Le faible bourdonnement des conversations s'est estompé dans un silence expectant alors qu'un seul projecteur illuminait le centre de la grande scène. Bronson s'est avancé avec assurance dans la lumière. Il ressemblait à une couverture de magazine, vêtu d'un smoking italien sur mesure, les cheveux parfaitement coiffés, tenant un microphone avec l'arrogance désinvolte d'un homme qui croyait posséder le monde. Bienvenue, chers invités, amis et partenaires, a commencé Bronson, sa voix résonnant à travers le système de sonorisation de pointe. Son ton était mielleux, rodé et entièrement faux. Ce soir, il ne s'agit pas seulement de célébrer le vin. Il s'agit de célébrer la terre. Il s'agit d'honorer l'héritage profondément enraciné, le travail minutieux et le respect absolu requis pour cultiver la véritable grandeur du sol. J'ai senti la main de Marin se resserrer sur mon bras. L'hypocrisie pure et simple de ses paroles était suffocante. Voici un homme qui, il y a 5 jours à peine, avait ri pendant que son fils écrasait 10 ans de véritable travail minutieux dans la boue.
Voici un homme qui appelait la terre qu'il louait actuellement rien de plus que de la terre et des mauvaises herbes. Dans ma société de courtage, nous ne vendons pas seulement des bouteilles. Nous vendons un héritage, a poursuivi Bronson, faisant un grand geste de la main libre. Nous nous associons aux vignerons les plus dévoués et passionnés de la région. Des gens qui comprennent qu'on ne peut pas précipiter la perfection. Des gens qui traitent chaque vigne avec la révérence qu'elle mérite. Et a laissé échapper un souffle bas et amer à côté de moi. J'ai jeté un coup d'œil à mon fils. Sa mâchoire était serrée, ses yeux fixés sur son oncle avec un mélange de profonde colère et de pitié. Je veux vous montrer exactement ce que je veux dire, a annoncé Bronson, se tournant vers l'immense écran LED de 200 pouces positionné directement derrière lui sur la scène. J'ai préparé une courte présentation visuelle qui capture la véritable essence de notre engagement envers l'excellence agricole. Veuillez diriger votre attention vers l'écran. Bronson a levé une petite télécommande dans sa main droite. Il a adressé un sourire brillant et aveuglément confiant à la foule de milliardaires et d'investisseurs. Mes parents ont applaudi avec enthousiasme, se penchant en avant avec anticipation. Tant de Tanson a acclamé doucement. Bronson a appuyé sur le bouton de lecture, mais ce n'était plus lui qui contrôlait l'écran. Il n'était que l'homme debout sur la trappe. L'écran massif est devenu noir. La musique d'entreprise douce et élégante que Bronson avait sans aucun doute sélectionnée pour accompagner son discours n'a pas joué. Au lieu de cela, le silence absolu de la salle de bal a été soudainement brisé par le rugissement agressif et assourdissant d'un lourd moteur diesel. La foule a sursauté. Plusieurs personnes ont halté, serrant leur verre en cristal. Sur l'écran massif, des images de vision nocturne 4K en haute définition, d'une netteté cristalline, ont pris vie. L'image infrarouge en noir et blanc était incontestablement claire. Elle montrait le lourd portail en acier renforcé de mon vignoble, puis l'énorme pick-up F250 surélevé le percutant violemment. Le portail a cédé, le métal grinçant bruyamment à travers les haut-parleurs de la salle de bal avant de céder complètement. Le sourire confiant de Bronson s'est instantanément évaporé. Il s'est retourné, fixant l'écran avec une horreur absolue. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il balbutié dans le microphone, sa voix résonnant maladroitement. « Coupez l'image, sécurité, coupez l'image tout de suite. » Mais le technicien audiovisuel, un type dont j'avais refait le moteur de camion gratuitement il y a 2 ans, avait opportunément verrouillé la porte de la cabine de contrôle. Les images ont continué à défiler. Toute la salle de bal a regardé dans un silence stupéfait et paralysé le camion massif déchirer les rangées immaculées du vignoble. Le son des treillis en bois épais et mature se brisant et des pneus lourds labourant le sol a rempli la salle élégante. C'était une scène incroyablement violente et destructrice, complètement antithétique à l'atmosphère sophistiquée du gala. Puis le camion s'est arrêté. La portière côté conducteur s'est ouverte. La caméra de vision nocturne a parfaitement capturé le visage du conducteur alors qu'il sortait. C'était Dax. Le fils arrogant de 18 ans de Bronson. Le son audio a capté la voix de Dax, claire comme de l'eau de roche, alors qu'il riait comme un dément, attrapait une lourde barre de fer dans la benne du camion et commençait à fracasser violemment la pompe d'irrigation centrale. « Oh mon Dieu !» a murmuré bruyamment une femme portant un collier de diamants au premier rang, couvrant sa bouche avec horreur. « C'est son fils ? Est-ce qu'il détruit une ferme ?» Mes parents étaient figés, leurs visages vidés de toute couleur. Les mains de ma mère tremblaient violemment. Aldé fixait l'écran, la bouche légèrement ouverte, complètement incapable de traiter ce qu'ils voyaient. Ce n'était pas le récit qu'ils avaient accepté. Ce n'était pas un accident mineur avec quelques mauvaises herbes. C'était un crime malveillant et calculé qui se déroulait devant 200 des personnes les plus puissantes de l'État. Bronson était en pleine panique. Il a laissé tomber le microphone. Il a heurté la scène avec un grincement de l'arsène fort et douloureux qui a fait grimacer la foule. Il a couru vers le bord de la scène, agitant frénétiquement les bras vers la cabine de contrôle verrouillée. « Éteignez ça !» a-t-il crié, son visage devenant d'un rouge profond et laid. « C'est une erreur. » Mais le film n'était pas terminé. Les images de Dax fracassant l'équipement se sont estompées au noir, remplacées immédiatement par un document d'un blanc éclatant avec un sceau officiel rouge de l'État. C'était le rapport des dommages et l'évaluation de la propriété. Le texte était massif, indéniable et dévastateur. Évaluation de la propriété, 3,1 millions de dollars. Perte de récolte immédiate, 450 000 dollars. Propriétaire,
Thatcher. Un halètement collectif et synchronisé a parcouru la foule. Les chuchotements ont éclaté en un murmure chaotique. Les investisseurs, les personnes que Bronson avait passé des mois à courtiser, regardaient l'écran, puis le regardaient avec des expressions de dégoût absolu. Dans l'industrie du vin haut de gamme, détruire le vignoble d'un autre homme équivalait à commettre une trahison. C'était le péché ultime et impardonnable. Bronson a lentement tourné la tête, ses yeux paniqués et sauvages balayant la foule jusqu'à ce qu'il se pose enfin sur moi. J'étais parfaitement immobile au fond de la salle, les mains nonchalamment jointes derrière mon dos. Marin se tenait droit à côté de moi, et regardait directement son oncle, la tête haute. Thatcher, a articulé Bronson. La prise de conscience le frappant avec la force d'un train de marchandises. Il a réalisé que je n'avais pas encaissé son pathétique chèque de $5000. Il a réalisé que je n'avais pas laissé tomber. Il a réalisé que j'avais orchestré toute cette exécution publique. C'est toi, a soudainement crié Bronson, pointant un doigt accusateur et tremblant vers moi à travers la salle de bal. La foule s'est instantanément écartée, créant un chemin large et clair entre la scène et l'endroit où je me tenais. Il a piraté le système. C'est mon frère. C'est un menteur et un mécanicien. Il essaie de me ruiner parce qu'il est jaloux. Le désespoir dans sa voix était pathétique. C'était le son d'un narcissique dont toute la réalité soigneusement construite s'effondrait sur elle-même. Mais la foule ne me regardait pas avec dédain. Il me regardait avec un respect soudain et profond. L'homme qui possédait un vignoble de luxe à 3,1 millions de dollars n'était pas un pecno. C'était un acteur majeur. Ma mère a finalement brisé sa paralysie. Elle s'est précipitée vers moi, ses talons claquant frénétiquement contre le sol en marbre. Elle a attrapé mon bras, ses ongles s'enfonçant dans la veste de mon smoking. « Thatcher, qu'est-ce que tu fais » a-t-elle sifflé, les larmes montant à ses yeux. « Arrête ça tout de suite. Tu humilies ton frère devant tout le monde. Tu ruines sa vie. Il a ruiné le travail de la vie de mon fils, ai-je dit, ma voix parfaitement stable, refusant de rompre le contact visuel avec Bronson sur la scène. Il a appelé ça de la terre. Maintenant, il peut s'étouffer avec. J'appelle la sécurité. A crié Tante Tanson depuis la ligne du buffet, essayant de paraître autoritaire, mais semblant juste incroyablement stridente. Vous violez la propriété. Mais Bronson n'avait pas le temps de s'inquiéter de la sécurité. Car à ce moment précis, les lourdes portes en laiton de la salle de bal se sont ouvertes en grand avec un bruit sourd et massif. Toute la salle s'est retournée pour regarder. Se tenant dans l'embrasure de la porte, silhouetté contre les lumières du couloir, se trouvait le shérif Mercer. Il était en uniforme complet, son insigne brillant sous les lustres. À ses côtés se trouvaient deux adjoints lourdement armés. Et juste derrière Mercer se tenait un homme qui a soudainement fait retenir leur souffle à chaque investisseur en vain de la salle. C'était Lachlan. Le faiseur de roi de l'industrie, le faucheur était enfin arrivé. La présence de policiers en uniforme au milieu d'un gala de la haute société est un tueur de conversation instantané. Les murmures chaotiques de la foule se sont complètement tus. Le shérif Mercer a marché d'un pas lent, délibéré et lourd dans l'allée centrale, ses yeux fixés sur Bronson, qui était toujours debout sur la scène comme un cerf pris dans les phares d'un semi-remorque. Dax était assis à une table VIP près de l'avant, vêtu d'un blazer en velours ridiculement cher, son téléphone toujours serré dans sa main. Quand il a vu Mercer approcher, le sourire arrogant qu'il portait toujours a entièrement disparu. La couleur a quitté son visage, le laissant paraître comme un petit garçon terrifié et pâle. Bronson a dévalé les escaliers de la scène, se plaçant entre le shérif et son fils. Officier Mercer, a balbutié Bronson, tirant sur le col de sa chemise en soie comme s'il l'étouffait soudainement. Il y a eu un énorme malentendu ici. Une affaire de famille privée. Mon frère Thatcher est clairement instable. Il a détourné cet événement pour diffuser une vidéo fabriquée. J'exige que vous l'escortiez hors des lieux immédiatement. Mercer ne m'a même pas regardé. Il s'est arrêté à 1 mètre de Bronson et a sorti un morceau de papier plié de sa ceinture tactique. Je ne suis pas ici pour Thatcher, a dit Mercer, sa voix profonde et totalement dépourvue de sympathie. J'ai un mandat d'arrêt assermenté pour l'arrestation de votre fils, Dax, pour destruction criminelle de propriété agricole, violation de propriété criminelle, et mise en danger d'autrui. Dax a laissé échapper un cri aigu et embarrassant de terreur. Papa.
a-t-il crié, se recroquevillant sur sa chaise. Papa, ne les laisse pas m'emmener. Tu avais dit que tu l'avais payé. Tu avais dit que c'était juste une blague. Les yeux de Bronson balayaient sauvagement la pièce. L'humiliation absolue de voir son fils arrêté devant ses clients milliardaires brisait son esprit. Shérif, s'il vous plaît, a supplié Bronson, baissant la voix à un murmure désespéré, essayant de bloquer physiquement Mercer pour l'empêcher d'atteindre Dax. Regardez autour de vous. Nous sommes au milieu d'un énorme événement d'entreprise. Vous ne pouvez pas faire ça ici. Laissez-moi appeler mon avocat. Je ferai un chèque tout de suite pour tout ce dont le comté a besoin. 10 000, 20. Ne lui mettez juste pas les menottes devant ces gens. L'expression de Mercer s'est durcie en pur granit. On n'achète pas sa sortie de ma juridiction, Bronson, a-t-il grogné. Écartez-vous, ou vous le rejoindrez à l'arrière du fourgon pour obstruction à la justice. Bronson s'est figé. Il a lentement reculé, les mains levées en signe de défaite. Les deux adjoints l'ont dépassé, ont attrapé Dax par les bras et l'ont tiré de sa chaise. Le clic métallique des menottes en acier se refermant autour des poignets de Dax a résonné bruyamment dans la salle de bal silencieuse. Dax a commencé à sangloter ouvertement, pleurant hystériquement alors que les adjoints le conduisaient le long de l'allée vers la sortie. Mes parents ont regardé avec une horreur absolue. Ma mère a enfoui son visage dans l'épaule de mon père, pleurant de manière incontrôlable. Tante Tanson est restée complètement figée, un cracker à moitié mangé suspendu à mi-chemin de sa bouche. La famille Doré était publiquement démantelée, pièce par pièce. Mais la justice légale n'était que la moitié de l'exécution. Alors que Dax était traîné dehors, Lachlan s'est avancé. Il a dépassé Mercer, a dépassé Bronson en larmes, et est monté sur scène. Lachlan a ramassé le microphone que Bronson avait laissé tomber. Il a tapoté dessus une fois. Le système de sonorisation était de retour. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, mon nom est Lachlan, a-t-il dit. Sa voix cultivée et autoritaire a instantanément capté l'attention de chaque personne dans la salle. Je suis le principal critique agricole pour cette région, et je représente le plus grand consortium d'achat de millésimes rares du pays. Une vague de murmures respectueux a traversé la foule. Quand Lachlan parlait, l'industrie écoutait. Bronson, l'air complètement brisé, a levé les yeux vers Lachlan avec une minuscule et pathétique lueur d'espoir, pensant peut-être que Lachlan allait d'une manière ou d'une autre sauver la présentation. Au cours des 6 derniers mois, a poursuivi Lachlan, regardant la foule avec des yeux froids et calculateurs. Bronson m'a présenté sa société de courtage. Il m'a promis un accès exclusif aux raisins les plus fins et les plus recherchés de l'État. Il m'a promis l'intégrité, l'héritage et le respect de la terre. Bronson a hoché la tête frénétiquement, des larmes striant son eau de Cologne parfaitement appliquée. Oui, Lachlan. Exactement. Ce n'est qu'un conflit familial. Ça n'a rien à voir avec les affaires. Lachlan a baissé les yeux sur Bronson, sa lèvre se retroussant dans un profond dégoût. Le vignoble que vous venez tous de voir détruire sur cet écran, a dit Lachlan, pointant du doigt l'image figée des treillis en ruine, n'était pas une ferme quelconque. C'était la seule culture réussie du clone Ghost Creek dans un rayon de 500 miles. C'était un chef-d'œuvre de l'agriculture moderne, construit sur une décennie de labeur minutieux. La foule a de nouveau halté. Les investisseurs ont commencé à s'agiter mal à l'aise, réalisant l'ampleur de la perte. Et le propriétaire de ce vignoble a poursuivi Lachlan, sa voix s'élevant de colère, l'homme qui a passé 10 ans couvert de terre, a greffé ses vignes à la main avec son fils, ce n'est pas Bronson. C'est son frère, Thatcher. Thatcher est mon partenaire privé. La récolte que le fils de Bronson vient d'écraser intentionnellement sous les pneus d'un camion, était la récolte exacte que Bronson a promis de vous vendre à tous ce soir. Un chaos absolu a éclaté. Les investisseurs ont explosé. Un riche PDG de la tech au premier rang a jeté son verre en cristal par terre, le brisant. Vous nous avez menti. A-t-il crié à Bronson. Vous nous avez proposé une allocation que vous ne possédiez même pas, et ensuite vous avez laissé votre gamin la détruire. Vous êtes un escroc. Mon cabinet retire son financement immédiatement, a crié un autre investisseur, se levant de sa table. J'appelle mes avocats demain matin. Bronson est tombé à genoux sur le tapis. Il a mis ses mains sur ses oreilles, essayant de bloquer les cris, les accusations et le son de tout son empire s'effondrant en poussière.
Son monde factice était finalement entré en collision avec la réalité, et la réalité était absolument impitoyable. Lachlan a regardé la foule. Cet homme est un risque, un menteur et une honte pour cette industrie. Je vous suggère fortement de vérifier tous vos portefeuilles et de vous distancer immédiatement. Bonne soirée. Lachlan a laissé tomber le microphone, a quitté la scène, est venu droit vers moi, m'a serré fermement la main, et est sorti. Ma mère s'est de nouveau jetée sur moi, le visage strié de mascara, sanglotant hystériquement. Thatcher, s'il te plaît, a-t-elle supplié en attrapant mes mains. C'est ton frère. Il est ruiné. Dis-leur que c'est une erreur. Appelle la police et dis-leur de ramener Dax. Tu dois arranger ça. J'ai baissé les yeux sur la femme qui avait permis à ce monstre d'exister pendant 40 ans. Je l'ai regardé avec un calme profond et inébranlable. Je ne peux pas réparer un bâtiment effondré, maman, ai-je dit doucement. Je peux seulement nettoyer les débris. Tu voulais qu'il soit la star. Maintenant, laisse-le brûler. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à ce point. Si vous êtes toujours là et que vous adorez cette destruction absolue de l'ego d'une famille toxique, écrivez le mot « bien » dans les commentaires dès maintenant. C'est un badge d'honneur secret pour les vrais fans de, et je mettrai personnellement un cœur et répondrai à chaque commentaire qui inclut le mot « bien ». Maintenant, revenons aux conséquences finales. Les suites d'un ouragan sont toujours plus calmes que la tempête elle-même, mais la dévastation est absolue. Alors que la salle de bal se vidait rapidement, les riches investisseurs se précipitant vers les sorties pour appeler frénétiquement leurs équipes juridiques, ma famille est restée seule au centre des décombres. Le quatuor de jazz avait depuis longtemps plié bagages et fui. Le seul son était le cliquetis des serveurs débarrassant les verres et l'hyperventilation pathétique et superficielle de Bronson sur le sol. Tant de Tanson, dont toute l'identité sociale reposait sur le fait de citer le nom de Bronson à son country club, s'est approché de moi. Son visage était tordu en un masque de fureur laide et moralisatrice. « Tu es un monstre, Thatcher » a-t-elle craché, sa voix tremblante. « Tu as planifié ça ? Tu as humilié ta propre chair et ton propre sang pourquoi ? Pour de stupides plantes ? Dax n'est qu'un adolescent. Tu vas l'envoyer en prison pour une erreur. Tu as complètement détruit cette famille. » J'ai regardé Tanson. Je ne ressentais plus de colère. Je me sentais juste incroyablement fatigué de leur toxicité sans fin et prévisible. J'ai sorti de la poche intérieure de ma veste de smoking le morceau de papier net et soigneusement plié. C'était le chèque de $5000 que Bronson m'avait jeté. Je l'ai lentement déplié, le tenant en l'air pour que Tanson, mes parents et Bronson en larmes puissent le voir. Je n'ai pas détruit cette famille, ai-je dit, ma voix portant clairement à travers la salle de bal vide. Ce chèque a détruit cette famille. Mon père, Aldé, s'est avancé, les épaules affaissées, paraissant 10 ans plus vieux qu'il ne l'était une heure auparavant. Thatcher, s'il te plaît, nous pouvons payer les dommages. Je vais réhypothéquer la maison. Appelle juste le shérif. Dis-lui que tu veux retirer les charges contre ton neveu. Nous devons protéger les nôtres. J'ai regardé mon père, l'homme qui m'avait dit d'arrêter d'être dramatique quand Bronson avait volé l'argent de mes outils il y a 20 ans. J'ai pincé le centre du chèque entre mes pouces et mes index. Protéger les vôtres, c'est ce qui a causé ça, ai-je dit fermement. Vous avez protégé Bronson quand il a menti. Vous l'avez protégé quand il a volé. Vous lui avez appris qu'il n'y avait aucune conséquence à ses actes, tant qu'il avait l'air bien en costume. Et il a transmis exactement la même maladie toxique à Dax. J'ai écarté mes mains, déchirant précisément le chèque de $5000 en deux. Le son du papier qui se déchire était incroyablement fort dans la pièce silencieuse. Bronson a halté, levant les yeux du sol. J'ai mis les moitiés ensemble et je les ai déchirés encore et encore, jusqu'à ce que je tienne une poignée de confettis sans valeur. Je n'ai pas mis Dax sous les menottes, ai-je continué, ouvrant ma main et laissant les morceaux de chèque déchirés flotter sur le tapis comme de la neige sale. C'est l'arrogance de Dax qui l'a mis sous les menottes. C'est le sentiment de droit de Bronson qui l'a mis sous les menottes. Et c'est votre complicité aveugle et pathétique qui les a bien serrés. J'ai fini de jouer le punching ball invisible pour cette famille. Ne me contactez plus jamais, ni moi ni mon fils. Je leur ai tourné le dos. J'ai offert mon bras à Marin, qu'il a pris avec un sourire fier et magnifique, et j'ai posé mon autre main sur l'épaule de Hay. Nous sommes sortis de l'hôtel Beaumont, laissant l'enfant chéri pleurer sur le sol de son royaume en ruine.
Les conséquences au cours des 6 mois suivants ont été spectaculaires, brutales et entièrement méritées. Quand on construit une maison entièrement en verre et en mensonge, on ne devrait pas donner un marteau à son fils. Les investisseurs de Bronson ont fait exactement ce que la clan a suggéré. Ils ont retiré leur financement immédiatement. Mais pire, ils ont audité ses comptes. Il s'est avéré que Bronson avait fortement surendetté ses actifs, utilisant les acomptes pour de futures allocations de vin pour payer d'énormes dettes personnelles et financer son style de vie luxueux. Ce n'était pas un système de Ponzi à part entière, mais c'était dangereusement proche. La commission de réglementation de l'État a révoqué sa licence de courtier. 3 différentes sociétés de capital risque l'ont poursuivi pour rupture de contrat et fraude. Les frais juridiques seuls ont vidé ses comptes en quelques semaines. La banque a saisi son immense et stérile manoir dans le quartier résidentiel sécurisé. Sa femme, une femme qui aimait sa carte de crédit en platine bien plus qu'elle ne l'aimait lui, a vu le vent tourner. Elle a demandé le divorce le lendemain de la révocation de sa licence, séparant légalement ses actifs de son navire en perdition, prenant la moitié de ce qui restait et déménageant hors de l'État. Bronson a été contraint de déclarer une faillite personnelle totale et humiliante. Il est passé de l'organisation de galas de milliardaires à la vie dans un appartement exigu d'une chambre au-dessus d'une laverie bruyante dans le mauvais quartier de la ville, travaillant comme chef d'équipe dans un magasin d'alcool à bas prix juste pour payer sa pension alimentaire. Quant à Dax, le shérif Mercer se fichait de qui était son père. Le procureur de district a requis les peines maximales. Dax a été reconnu coupable de destruction criminelle de propriété. Comme il venait d'avoir 18 ans, il a été jugé comme un adulte. Il n'a évité la prison que parce qu'il n'avait pas de casier judiciaire. Mais le juge n'a montré absolument aucune pitié. Dax a été condamné à 5 ans de probation stricte, un casier judiciaire permanent qui l'a disqualifié de toutes les universités d'élite dans lesquelles Bronson avait essayé de lui acheter une place. Et 1000 heures de travaux d'intérêt général manuel et éreintant à ramasser les ordures sur les autoroutes de l'État dans un gilet orange vif. J'ai entendu dire par des rumeurs que mes parents ont essayé de renflouer Bronson financièrement, vidant presque leur propre compte de retraite pour payer ses premiers frais juridiques avant de réaliser finalement que le puits était sans fond. Ils ont été contraints de déménager dans une maison plus petite et de vivre avec un budget strict. Tante Tanson a complètement cessé de leur parler, passant à la recherche d'un autre parent riche à exploiter. Le système toxique s'était entièrement effondré, privé du faux prestige qu'il avait nourri pendant des décennies. Bronson s'est retrouvé avec absolument rien d'autre qu'un compte en banque vide et l'écho assourdissant de sa propre arrogance. Il a été finalement contraint de vivre dans le monde réel, le monde dont il s'était moqué que j'habite. Mais pour ma famille, le vrai travail ne faisait que commencer. Nous avions un vignoble à reconstruire, et contrairement à Bronson, nous savions comment nous salir les mains. 2 ans se sont écoulés depuis la nuit où les caméras ont tourné dans la grande salle de bal. Le temps a une drôle de façon de guérir la terre, à condition que vous soyez prêt à faire l'effort exténuant pour la ramener à la vie. Aujourd'hui, le soleil de Californie brille de 1000 feux, jetant de longues ombres paisibles sur les 12 acres de notre propriété. Le vignoble est complètement transformé. Il a fallu à moi 6 mois consécutifs de travail brutal et éreintant pour arracher les treillis en ruine, rééquilibrer le sol labouré, et épicer et sauver soigneusement les clones de Ghost Creek endommagés. Nous avons travaillé du lever au coucher du soleil. Nos mains calleuses et ensanglantées, animées par une détermination tranquille et implacable. Nous ne nous sommes pas plaints. Nous n'avons pas cherché de raccourcis. Nous avons simplement fait le travail, et la terre nous a récompensés. Les vignes ont repoussé plus épaisses, plus fortes et plus résistantes qu'avant. L'automne dernier, nous avons enfin une autre récolte inaugurale. Ce fut un immense succès. La clan, fidèle à sa parole, a amené ses meilleurs acheteurs directement sur notre propriété. Ils ont dégusté le millésime directement des fûts, et les contrats qu'ils ont signés ont assuré l'avenir financier de ma famille pour les 3 prochaines générations. Je suis assis sur le porche en bois de notre ferme nouvellement construite, un verre de thé glacé à la main, regardant les rangées nettes et vertes de vignes. J'ai 45 ans, et pour la première fois de ma vie, mes épaules ne portent pas le poids lourd et suffocant des attentes toxiques de ma famille. Marin sort sur le porche, laissant la moustiquaire claquer doucement derrière elle. Elle s'assoit dans le fauteuil à bascule à côté du mien, tenant une tablette. Elle sourit, tenant l'écran pour que je le voie. C'est un email de Hay. Mon fils n'est pas là aujourd'hui. Il est à 3000 miles de distance. Actuellement en 2e année à l'université Cornell,
étudiant les sciences agricoles avancées et la biomécanique des sols avec une bourse d'études complète. Il a envoyé une photo de lui, debout dans une serre de campus high-tech, tenant un échantillon de sol, souriant jusqu'aux oreilles. Ses mains sont propres sur la photo, mais je connais le courage et l'incroyable éthique de travail gravé en permanence dans ses os. Il a eu un A à son examen de mi-semestre, dit Marin, sa voix empreinte d'une fierté absolue. Le professeur veut qu'il coécrive un article de recherche sur les techniques de greffage résistantes à la sécheresse. Je souris, une chaleur profonde et sincère remplissant ma poitrine. Il l'a mérité, réponds-je, tendant la main pour serrer la sienne. Chaque parcelle. Notre famille est plus petite maintenant, mais elle est infiniment plus forte. L'air dans nos vies est pur. Il n'y a plus d'appels téléphoniques frénétiques et exigeants de mes parents me demandant de réparer le dernier gâchis de Bronson. Il n'y a plus de dîners de fête tendus et passifs-agressifs où je dois me mordre la langue pendant que mon frère insulte ma carrière. Nous avons coupé le membre gangrené, et le reste du corps a finalement prospéré. Je n'ai pas parlé à Bronson, à Dax, ou à mes parents depuis 2 ans. J'entends parfois des rumeurs. Je sais que Bronson travaille toujours au magasin d'alcool, l'air pluvieux, amer et complètement vaincu. Je sais que Dax peine à trouver un emploi décent avec un casier judiciaire. Je sais que mes parents vivent une vie tranquille et solitaire, réalisant enfin que l'enfant chéri qu'ils vénéraient n'était rien de plus qu'un parasite qui les a vidés de leur substance. Je n'ai pas pitié d'eux. Je n'éprouve aucune culpabilité. Le sang ne fait pas automatiquement de quelqu'un une famille. Le sang n'est qu'un accident de la biologie, un coup de dé génétique aléatoire. La vraie famille se définit par le respect mutuel. Elle se définit par les personnes qui vous protègent lorsque vous êtes vulnérable, qui célèbrent vos victoires discrètes, et qui refusent de vous laisser piétiner par l'arrogance des autres. Mes parents ont choisi l'illusion de la richesse plutôt que la réalité du respect. Ils ont choisi de permettre à un tyran d'exister plutôt que de défendre une victime. Et ce faisant, ils ont écrit leur propre fin tragique. Exposer Bronson à ce gala n'était pas un acte de vengeance aveugle. C'était l'acte ultime de tracer une limite. C'était un père se levant devant le monde et déclarant que la décence, le travail acharné, et le sang et la sueur de son fils ne seraient plus sacrifiés sur l'autel de l'ego d'un narcissique. Ne laissez jamais personne utiliser le mot « famille » comme une arme pour vous forcer à ravaler votre propre estime de soi. Ne laissez jamais un frère, un parent ou un proche toxique vous convaincre que maintenir la paix est plus important que de protéger votre propre tranquillité d'esprit. Parfois, la seule façon de construire un avenir sain et florissant est de passer un bulldozer sur les fondations toxiques du passé, et de saler la terre derrière vous. J'ai fait le choix actif de cacher mon immense succès financier. Et finalement, j'ai fait le choix de couper complètement mes propres parents et mon frère de ma vie pour protéger le caractère de mon fils et la santé mentale de ma femme. J'ai laissé mon frère se noyer dans le désastre catastrophique massif qu'il a créé de ses propres mains, et je ne lui ai pas lancé de bouée de sauvetage. Beaucoup de gens dans la société traditionnelle me regarderaient et me qualifieraient d'impitoyable. Ils diraient que peu importe ce que Bronson a fait, il était toujours mon frère, et j'aurais dû utiliser ma richesse pour le sauver de la faillite et maintenir la famille unie. Ils soutiennent que le pardon est un mandat, et qu'en le laissant tomber, je suis tout aussi vindicatif qu'il l'était. Alors, je vous soumets la question finale, à vous, le jury d'Internet. Ai-je eu tort de m'éloigner et de laisser la loi l'écraser complètement? Si vous étiez à ma place, après avoir vu votre frère autoriser la destruction des rêves de votre enfant, auriez-vous ouvert votre portefeuille pour le sauver de la ruine? Ou a-t-il finalement récolté le millésime amer exact qu'il méritait? Faites-moi connaître votre verdict final dans la section des commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà dû couper définitivement les ponts avec un enfant chéri ou un membre de famille toxique pour protéger votre propre paix? Partagez vos expériences, car lire vos histoires aide à valider tous ceux qui traversent la même lutte. Si vous croyez que le respect se mérite et que l'arrogance doit toujours faire face à la musique, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à pour d'autres histoires vraies incroyables de personnes qui se battent pour ce qui est juste. Restez forts, protégez vos limites, et je vous verrai dans la prochaine.